Cette semaine dans Afrique, nous rencontrerons d'anciens tirailleurs sénégalais qui devraient enfin recevoir la nationalité française pour s'être battus sous les couleurs de la France. Nous nous rendrons ensuite dans les rues chaotiques du Caire en Égypte. Enfin, direction le Gabon. Le pays hôte de la CAN espère que le coup d'envoi du tournoi fera oublier le climat politique tendu après la réélection du président Ali Bongo. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Après 13 heures de tractations laborieuses sous l'égide de l'épiscopat congolais, un accord de sortie de crise a été conclu in extremis dimanche dernier en République démocratique du Congo. Le chef de l'État n'abriguera pas un troisième mandat. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales seront tenues avant fin décembre 2017. D'ici là, pouvoir et opposition vont co-gérer le pays jusqu'à l'élection du successeur de Joseph Kabila. Le Conseil national de transition sera présidé par l'opposant Étienne Tshisekedi et un nouveau Premier ministre issu de sa coalition doit être nommé. Mais de nombreuses questions restent en suspens. Des négociations ont commencé mardi pour définir la mise en pratique de l'accord. Alieu Momar Ndje, l'homme qui a annoncé la victoire d'Adama Barrow à l'élection présidentielle, a quitté la Gambie. Un membre de sa famille a indiqué que le président de la commission électorale indépendante s'était réfugié au Sénégal voisin, craignant pour sa sécurité. Selon Alieu Momar Ndje, les autorités gambiennes comploteraient contre lui et son équipe. De son côté, le chef de l'armée a réaffirmé mercredi son soutien inébranlable à Yahya Jammeh. Le président sortant avait reconnu sa défaite dans un premier temps, puis rejeté les résultats, remettant en question l'honnêteté de la commission électorale indépendante. Le premier procès des biens mal acquis attendra. La justice française a accepté mercredi de reporter le procès du vice-président de Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, au 19 juin, parce que sa défense n'a eu que 8 semaines pour préparer l'audience. Le fils du président équato-guinéen est poursuivi pour corruption, blanchiment d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance. Il est à la tête d'un patrimoine en France évalué à plus d'100 millions d'euros. Selon les juges d'instruction, les revenus officiels de Théodorin Obiang ne lui suffisent pas. Des détournements de fonds publics seraient à l'origine de son train de vie luxueux, ce que nie l'intéressé. Au moins 9 personnes ont été tuées lundi en Somalie dans 2 attaques suicides à l'explosif, l'une à l'entrée de l'aéroport international de Mogadiscio et l'autre devant un hôtel fréquenté par des clients étrangers. Les Chebabs, affiliés à Al-Qaïda, ont rapidement revendiqué les 2 attentats. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire a lancé mercredi à Abidjan un projet pour la protection et la conservation des œuvres culturelles. Le musée a été pillé lors de la crise post-électorale en 2010-2011. Parmi les objets volés figuraient des bijoux royaux, des sculptures, des masques et des objets d'art religieux traditionnels. Plusieurs artistes ont été sollicités pour réaliser des œuvres modernes sur la thématique de la préservation des biens culturels, mais aussi sur la symbolique des pièces volées. Ces œuvres sont réunies dans une collection appelée Collection Fantôme. Il a précieusement sauvegardé certains documents d'époque. À 88 ans, Yoro conserve un souvenir intact de ces années passées dans les rangs de l'armée française. Il garde en mémoire la bataille du Tonkin, la plus difficile de sa carrière militaire. C'était la guérilla. C'était pas une guerre frontale. Si vous avez l'ennemi devant vous, vous pouvez vous défendre, savoir. Mais là-bas, c'est une guérilla. J'ai perdu beaucoup de camarades en Indochine. Beaucoup de Français, Européens, qu'Africains. Ancien du 24e RTS, régiment des tirailleurs sénégalais, il a combattu en Indochine puis en Algérie. Depuis toutes ces années, Yoro perçoit bien sa pension d'ancien combattant. Mais il n'a jamais pu obtenir la nationalité française. Une revendication qu'il partage avec un groupe de tirailleurs sénégalais qui vivent dans ce foyer en Seine-Saint-Denis. Tous ont le sentiment d'avoir été délaissés par l'État français. Une situation qui a touché Aïssata Seck, elle-même petite fille d'un tirailleur sénégalais. Élue socialiste à Bondy, en charge des anciens combattants, elle s'est impliquée pour les soutenir dans leur démarche. Le plus difficile, c'est l'acte de naissance des parents ou des grands-parents. Ça, c'est juste impossible à avoir, sachant qu'à l'époque de naissance de leurs parents, donc je parle bien des parents des tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas de registre. Sans résultat, l'élu est passé à la vitesse supérieure. Elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 60 000 signatures. En réponse, elle a finalement reçu une lettre du chef de l'État.
C'est forcément l'aboutissement de l'action et surtout c'est un écrit, c'est un papier officiel, donc on ne peut pas revenir en arrière. Même si cette reconnaissance arrive un peu tard, les tirailleurs sénégalais n'en retiennent que le positif. Le sentiment, c'est d'avoir ce que nos anciens n'ont pas eu. Le 14 n'ont pas eu, ils l'ont cherché, pourtant ils ont demandé. Ceux de 39-45 n'ont pas pu l'avoir. Et si ça tombe, nous sommes la troisième génération, l'Indochine et l'Algérie. Nous sommes vraiment satisfaits. Cette procédure de naturalisation devrait concerner quelques centaines de vétérans encore vivants. Pour affronter tous les jours les embouteillages monstres du Caire, Mustapha compte sur Google. Au volant de son petit 4x4, c'est une bataille quotidienne dans les bouchons et un code de la route rarement respecté dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants. Son smartphone lui permet donc désormais de gagner un temps précieux. Ça a réellement changé ma vie. Ça me donne des options pour la route. Je peux choisir tel ou tel trajet, ou même choisir d'attendre un peu. Le chaos des rues de la capitale égyptienne est presque devenu légendaire. Les autorités assurent installer des caméras et des radars pour contrôler le trafic, mais pas de changement jusqu'à présent. D'autres ont donc préféré tout simplement abandonner leur voiture. Avec la voiture, je ne faisais que travailler. Depuis que je suis à scooter, je vais au travail et en rentrant, je fais une sieste, je descends au café ou je vois des amis. Beaucoup de choses qui me manquaient. Tous les moyens sont bons pour gagner du temps, même zigzaguer dangereusement entre les véhicules. D'après les chiffres officiels, 3,3 millions de voitures circulent dans les rues, dont des milliers de taxis. Les transports en commun sont bondés et les 3 lignes de métro ne suffisent pas. Les routes sont toutes embouteillées dans le pays. On étouffe. C'est du gaspillage de toutes nos ressources. Les bouchons coûteraient au pays près de 8 milliards d'euros par an d'après la Banque mondiale à cause des retards de livraison et du gaspillage de carburant. Sans compter les accidents de la route, en 2015 en moyenne, 17 personnes sont mortes chaque jour. Samba jubile. La Panthère vient de retirer son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. La mascotte a lancé la vente au public mi-décembre. Le prix des places se veut attractif, de 80 centimes d'euros à 60 € pour la finale. Mais les vrais clients sont rares. Les organisateurs gardent l'espoir avant les matchs d'ouverture du 14 janvier. On sait qu'à partir de janvier, ça va se bousculer, donc on a préféré le lancer un mois plus tôt pour que les gens puissent acquérir dans la tranquillité leurs billets. Vendre 513 000 billets pour 32 matchs, terminer les stades en temps et en heure, tels sont donc les enjeux dans ce pays de 1,8 million d'habitants en pleine crise économique. Sans compter que les violences post-électorales sont encore dans toutes les mémoires depuis la réélection d'Ali Bongo en août dernier. Les élections, c'est du passé. C'est du passé. Moi, je ne pense pas élection aujourd'hui, je pense fête du football. Un passé qui ne passe pas pour les opposants, toujours vent debout derrière leur leader Jean Ping contre la réélection d'Ali Bongo. Ils dénoncent aussi le coût de la compétition dans un pays qui souffre de la chute des cours du pétrole. Un opposant de la société civile a même lancé un appel au boycott. C'est une simple opération de communication qui ne rapporte rien à l'État gabonais, au contraire, qui siphonne les finances publiques. Les organisateurs ont maintenu leur confiance au Gabon qui avait déjà co-organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec la Guinée équatoriale. Dès le 14 janvier, le gouvernement aura les yeux tournés vers le terrain pour suivre les performances d'Aubameyang et des Panthères du Gabon. Et vers les tribunes pour voir si le public est au rendez-vous et dans quel état d'esprit. L'Algérien Riyad Mahrez a reçu le Ballon d'Or africain 2016 jeudi soir à Abuja au Nigeria. Le milieu offensif a été récompensé pour sa brillante saison avec le club anglais Leicester. Avec 17 buts en championnat, Mahrez a été l'une des pièces maîtresses de Leicester, sacré champion d'Angleterre à la surprise générale. La semaine prochaine, nous irons à Madagascar où des milliers de mineurs passent leur journée à chercher des saphirs dans des conditions misérables. À la semaine prochaine.